Bonsoir à tous. Donc, lors de ce slot, je vais vous présenter la supervision avec AK. Ça va être surtout un retour d'expérience qu'on a mis en place chez l'un de nos clients. Donc, et on a pas mal utilisé la supervision dans tous les sens du terme. Vous découvrirez par la suite comment. Alors, je me présente rapidement. Donc, Nicolas Josviac, je suis programmeur et agiliste chez Xebia depuis maintenant 7 ans. J'interviens ces temps-ci pas mal sur des missions back et de temps en temps un peu de coaching agile chez des clients. Rapidement, le plan. Donc, je vais vous expliquer le contexte dans lequel nous sommes intervenus, pourquoi nous avons choisi AK et Scala sur ce projet. On aurait très bien pu partir sur du Java. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, on verra la solution qui a été mise en place. Du DevOps, on est parti sur du DevOps dès le début du projet. On en parle beaucoup. Je pense qu'on a réussi à le faire. On verra ensuite les problèmes et ce qu'on en a retiré du projet. Tout n'a pas été simple, il y a des choses encore à améliorer. Et enfin, on verra les résultats, si ce qu'on a mis en place fonctionne bien et ce qui a amélioré. Alors le contexte. Ce client gère des annonces qui doivent être postées régulièrement. Il y a des offres qui sont reçues sur un FTP, qui sont lues par un talent, qui sont processées par web service. Le traitement est branché à du Logstash. Il y a un Elasticsearch qui est plugué dessus. Et tout ça est rendu dans une UI. Voilà brièvement pour l'architecture. Je vais aller un peu plus dans le détail. Donc comme je le disais, tous les jours, il y a des clients qui postent des annonces au format XML. Ce format XML, il est lu par plusieurs processus talent toutes les nuits, une fois par nuit. Ce XML est transformé en annonce métier de chez le client. Une fois que on a ces annonces, on va regarder avec un web service distant si ces annonces existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que ça va être une mise à jour. Si elles n'existent pas, ça va être une création. Et si elles n'existent plus, si elles ne sont plus dans notre référentiel de web service, ça va être une suppression. Donc en fait, on envoie tout ce diff-là à la fin pour être sauvegardé. Le web service est assez intelligent pour faire tout ça. Les problèmes qu'il y a avec cette architecture, c'est qu'on avait donc ce genre de clients vraiment pas contents, puisque il se trouve qu'ils appelaient le lendemain. Ils disaient voilà, moi j'avais prévu de poster 10 annonces. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est des annonces surtout pour des offres d'emploi, donc ça peut être assez critique. Donc le client appelle pour dire j'avais prévu de poster 10 annonces, j'en vois aucune, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, le client était incapable de répondre, de savoir si l'annonce était bien passée ou pas du tout, ou elle était perdue. Donc il y avait des problèmes de perte d'annonces. Donc ça, c'était vraiment très très grave. Cette situation a duré pendant quelques années quand même. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont mis plusieurs années à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, on se dit, ok, il y a des annonces qui ne sont pas passées, on va essayer de les rejouer. On va reprendre le paquet d'annonces et les rejouer. Là aussi, c'était vraiment difficile de les rejouer. Du coup, il fallait attendre le lendemain pour que ça repasse automatiquement en demandant au client qu'il fasse quelques corrections dans le fichier XML qu'il envoyait. Donc là, gros souci. Et enfin, dernier point aussi, il y avait le dashboard dont je vous parlais qui a été attaqué avec un Elasticsearch qui était vraiment pas très joli, pas très ergonomique, on ne retrouvait pas les annonces perdues. Et du coup, l'équipe de support qui travaillait dessus aussi s'arrachait les cheveux. Donc vraiment à tous les niveaux, il y avait plein de mécontentements. Maintenant, on va regarder du côté de la technique un peu. Alors, lorsqu'on ouvre le capot, on voit qu'il y a du code métier qui est éparpillé un peu partout. Il y a du code métier dans Talend, du code métier dans les web services, parfois qui font exactement la même chose et parfois non, puisqu'il y a eu des mises à jour faites d'un côté et pas de l'autre, ça n'a pas été répercuté. Du coup, on a tous les dysfonctionnements que je vous ai expliqués. Les processus Talend, ils étaient nombreux et comme toute application qui vieillit, ces processus ont été faits par des personnes il y a de longues années et sont partis de la société. Du coup, plus personne n'avait la connaissance de ces processus.
Et des fois, on tombait sur des processus en fait, qui se réveillaient une fois dans l'année, parce qu'il y a certains clients qui ont besoin de poster une annonce ou deux dans l'année. C'est un cas qui peut arriver, et du coup, des processus, on ne peut pas les supprimer comme ça, il faut faire très attention. Autre point, des erreurs qui sont pas très bien gérées. Comme je le disais, les pertes venaient de ces erreurs. Par exemple, il y avait des mauvais formatages dans le XML. En fait, ça faisait tomber tout le processus. Donc imaginons qu'on a un processus qui dure 2 heures. On a à peu près 20 000 annonces à passer. Si la 100e annonce plante, on arrête le processus et le reste ne va pas passer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le relance manuellement. Et dernier point, une intégration très très lente. Donc comme je vous disais, à peu près pour 20 000 annonces, il fallait compter quand même quelques heures. De mon point de vue à l'époque, je me disais il y a quand même des choses à faire de ce côté-là aussi. Alors, les leviers sur lesquels on a décidé d'agir sont les suivants. C'est déjà d'augmenter la fiabilité de l'application. C'est pas normal qu'on perde des annonces et qu'on n'ait aucune trace. C'est pas normal que les clients viennent se plaindre qu'on ne soit pas proactif. Deuxième point, centraliser le code métier, ne pas l'éparpiller partout. Et enfin, dernier point, améliorer la performance, parce que là aussi, c'est pas forcément difficile. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi AK et Scala? Donc juste avant de rentrer dans ce point-là, on avait étudié avec l'équipe, on avait étudié d'autres solutions, notamment par des systèmes de queue, etc. Et du coup, AK est assez vite sorti du lot pour les raisons suivantes. Donc juste, je fais une petite aparté, j'en ai profité pour mettre le nouveau logo d'AK. Aujourd'hui, ils ont sorti un nouveau site. Alors, le modèle d'acteur, il permet d'isoler le code métier assez facilement. Vous allez pouvoir faire vraiment des petits acteurs qui vont faire le strict minimum, vraiment comme des petites business units. Vous allez avoir des événements à traduire, des messages à gérer. Donc ça va vous forcer à penser, à coller plus aux fonctionnels que vous voulez adresser. Autre point, il y a la tolérance à la panne. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Là c'est un point vraiment très important. Comme je le disais, si à la 100e annonce l'application tombait, tout s'arrêtait et du coup pour nous c'était très intéressant. Cette tolérance à la panne, ça passe par les stratégies de supervision que nous offre AK. C'est cadeau, c'est dans AK. Et enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais ça résout pas mal de soucis de performance. Autre point, pourquoi Scala? On peut partir sur du Java. Alors voilà les principaux points qui nous ont poussé à choisir Scala. C'est toujours l'éternel débat, en ce moment on entend beaucoup pourquoi Java, pourquoi Scala. Alors déjà de notre côté dans l'équipe, la majorité des gens avaient déjà fait du Scala en veille technologique, du coup on n'était pas totalement débutant. Ensuite il y avait une volonté de la direction technique de pouvoir pousser Scala, donc moi j'appelle ça un pari technologique. Comme il y a quelques années, enfin plusieurs années maintenant, on avait fait le pari de Flex et plus généralement des RIA. Donc c'était un pari à l'époque, il y avait beaucoup de pubs, tout le monde en faisait, et maintenant on connaît le résultat. Scala, dans quelques années, on verra ce que ça donne. En tout cas pour le moment c'est bien parti. On a fait le pari d'aller dans ce sens-là. Et dernière raison, l'intégration avec AK, ça déchire tout simplement. AK est écrit en Scala, donc forcément on va parler le même langage. On peut très bien faire du Java, il y en a beaucoup qui argumentent ça. Mais après, je pense que vous connaissez le système de typage de Java, je ne vais pas revenir dessus, sinon je suis un peu à la mauvaise conférence, mais voilà les principales raisons. Alors la solution. Donc, je pense que vous l'avez plus ou moins compris. Le but du jeu, ça va être de supprimer Talend, qui est notre point de contention, et le remplacer par du AK. Avant d'aller plus loin, un petit focus sur la supervision avec AK. Alors ce qu'il faut savoir avec AK, lorsque vous démarrez votre système d'acteurs, vous avez toujours un acteur root. L'acteur système, c'est l'acteur parent de tout le monde.
cet acteur par défaut une stratégie de supervision de redémarrage, c'est-à-dire que lorsqu'il va avoir des enfants à gérer, si un des enfants tombe, bah, il va le redémarrer automatiquement. Si on ne lui dit pas ça, comment faire, il va le redémarrer. Ce qui est intéressant, ça veut dire que les acteurs peuvent gérer les cas d'erreur. Donc je vous présenterai un peu plus loin du code qui vous montre comment on peut faire finement du redémarrage suivant des types d'exceptions. Et les acteurs vont communiquer entre eux automatiquement. On n'a rien besoin d'ajouter. Juste en les déclarant, un acteur sait qu'il est l'enfant d'un parent et inversement. Du coup, lorsqu'il tombe, il dit bah voilà, je suis tombé, qu'est-ce que je fais? Et le parent va savoir ce qu'il doit lui dire. Dernier point, c'est une séparation claire de la gestion de vos erreurs. Un système d'acteurs, en fait, vous vous retrouvez à gérer des grappes d'acteurs et vous pouvez avoir des sous-grappes, vous allez vous gérer certains types d'exceptions. Donc c'est très important à assimiler, parce que du coup, vous pouvez avoir une claire séparation de la gestion de votre code et des erreurs dans votre graphe. J'ai mis un petit exemple pour illustrer ça. Donc ici, on a notre grappe d'acteurs, on a notre route tout là-haut. Donc je l'ai mis en rouge, c'est un superviseur, c'est le parent comme je le disais. Lui, il a deux sous-acteurs qui ont chacun des enfants. Du côté de notre acteur 1, on a notre acteur A qui supervise les acteurs B et C. Si C rencontre une exception, donc il tombe, il va notifier A qu'il est tombé, et A va lui dire bah, c'est bon, tu peux redémarrer, je sais à quel état tu étais, je te remets dans cet état-là. Ou alors tu passes à l'étape suivante. Comment ça se passe? Dans l'acteur A, vous allez avoir juste ce morceau de code-là pour gérer votre stratégie de supervision. Donc ce que ça dit, c'est que vous avez une stratégie 1 pour 1. Donc lorsque vous ajoutez de la supervision, vous avez deux types de stratégies. Soit mon acteur redémarre un des acteurs qui est tombé, ou alors il décide de redémarrer toute la sous-grappe. Donc là, ça dépend des cas de figure, ça dépend des besoins. Il y a des besoins pour lesquels vous voulez que toute votre graphe d'acteurs soit dans le même état. Du coup, vous allez demander est-ce qu'ils redémarrent tous pour être dans un état plus stable et cohérent. Ici, donc, il va redémarrer un acteur. On peut lui dire ne redémarre pas tout de suite. Si jamais tu as une exception, bah, réessaye de traiter le message. On va voir ce qui arrive. Ça peut être bien lorsqu'on a des problèmes de réseau. On envoie un message. Le message il n'a pas été traité parce que le réseau est un peu plus lent pour X raisons. Et il va réessayer et la deuxième fois ça peut passer. Donc on n'est pas obligé de redémarrer l'acteur tout le temps. Après on peut mettre le temps qu'on veut faire entre chaque réessai, etc. Il y a pas mal d'options. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie en dessous, donc avec le pattern matching. On va avoir, suivant les types d'exceptions, les stratégies qu'on va faire. Donc c'est assez fin. Donc typiquement ici, lorsque j'ai un type exception, je vais escalader, c'est-à-dire que je vais remonter mes exceptions à mon acteur parent, qui lui va avoir sa stratégie de supervision et ainsi de suite. Sur les autres types d'exceptions, on peut lui demander de redémarrer l'acteur, l'arrêter, ou alors continuer le traitement. Donc assez fin encore une fois. Alors maintenant, la solution qu'on a développée, donc on est parti d'un master supervisor, donc qui lui va être notre root acteur en fait, qui lui va donc gérer le file system, qui lui va avoir un enfant qui est le file crawler, c'est la lecture dans le FTP, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc lui, il va avoir la stratégie de supervision, si lui tombe, il sait ce qu'il doit faire pour le redémarrer, pour l'arrêter, etc. On continue, on va avoir notre graphe pour traduire les fichiers XML en objet métier, en annonce, et une autre grappe pour tout ce qui est accès au web service, avec le diff pour savoir si on est en création, mise à jour ou suppression, et pour pouvoir sauvegarder dans un web service distinct. Et tout ça, on le branche au syslog qui va alimenter Elasticsearch. Donc on casse juste Talend. Tout ce qui est autour, on le laisse pour le moment. Sur notre master, on a branché deux autres acteurs.
donc un dead letter listener. Donc dans AK, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous envoyez des messages, vous n'avez pas de garantie d'acheminement. Vous envoyez un message et il part dans la nature. Il y a soit il arrive, soit vous faites un mécanisme d'acquittement vous-même, ou soit il n'arrive pas et il va dans ce qu'on appelle une dead letter. C'est dans AK, il y a une mailbox dead letter. Et nous, pour éviter de perdre ces messages en cas d'erreur, on a branché un listener qui va écouter sur cette mailbox et récupérer ces messages, pour pouvoir les retraiter par la suite ou savoir les problèmes qu'il y a eu. Autre acteur, le work statut. Donc, comme vous l'avez vu et compris aussi, on a un workflow qu'on va suivre, un workflow d'intégration, et on a branché un acteur pour savoir à un instant T à quel moment du workflow on est. Donc on pouvait interroger ça pour voir si jamais il y avait un temps de traitement qui était long, des points de contention, on pouvait interroger. Donc assez pratique. Ce que j'ai entouré en rouge, en fait, c'est ni plus ni moins que pour faire du design d'acteur, il ne faut pas oublier les bases de la programmation. Ce qui nous a pas mal aidé, c'est les principes solides. Donc il y a le S, le Single Responsibility Principle. En fait, on l'a appliqué au design des acteurs. Ici, ce qu'on voit, c'est que chaque branche est responsable d'une seule chose. Donc gardez ça en mémoire, j'y reviendrai par la suite, mais ça permet d'avoir un design épuré et bien séparé. DevOps. Donc comme je le disais en introduction, ça a été une volonté de l'équipe de le mettre en place dès le début, puisque d'une part, on partait sur des nouvelles technologies, on n'avait jamais mis en prod, et du coup on s'est dit on va essayer de travailler avec les ops pour simplifier la future mise en prod et le monitoring, puisqu'on n'avait aucun recul sur comment monitorer ce genre d'application par la suite. Du coup on se dit on attaque dès le début. Donc comme je le disais, avec AK on n'a aucune garantie de la livraison des messages. Du coup il faut ajouter du monitoring et des métriques, il nous en faut pour tracer tout ça. Ça passe par plusieurs choses. Les logs, comme une application classique. Et on se rend compte que les logs, il peut y en avoir beaucoup, donc il faut compléter ça. Alors on a eu le choix entre trois technologies. Metrix avec Graphite, Ostrich de Twitter et Camon.io. On est parti sur Metrix, puisque dans la société où nous étions, toutes les applications étaient sur Metrix et branchées avec Graphite. Alors déjà qu'on mettait en place les nouvelles techno avec AK et Scala, on n'allait pas en plus demander aux ops de changer toute la stack. On s'est dit que ça peut attendre et Metrix fait très bien le travail. Juste une parenthèse, Camon.io, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Si jamais vous travaillez sur des applications AK et vous avez le choix, préférez quand même Camon.io, qui est vraiment très bien documenté, très bien fait. Alors, pour utiliser Metrix avec AK et Scala, DropWizard n'a pas le pont, il n'y a pas le lien qui est fait avec le langage. Il y a une librairie qui existe, qui fait le pont, et du coup après il faut faire un peu de code si vous voulez vraiment avoir des métriques sur vos acteurs. Donc ici ce que nous avons fait, c'est qu'on a rajouté un trait, qu'on a appelé Metrix Actor, qui est en actor, c'est la classe que vous devez attendre lorsque vous faites des acteurs. Et on a une fonction en fait qui va décorer notre fonction receive que vous devez surcharger lorsque vous faites des acteurs. Du coup, là ici, on a rajouté un timer. On va récupérer à chaque fois qu'un message va être processé par l'acteur qui va hériter de Metrix Actor, combien de temps le message a mis pour être processé. Donc vraiment très intéressant comme métrique. Vous pouvez en ajouter d'autres. Hein. Là c'est juste le temps, mais il y a plein d'autres choses dans Metrix. Alors comment on l'utilise après? Donc là, lorsque vous avez votre acteur métier, on va dire, vous héritez de Metrix Actor, et lorsque vous redéfinissez votre fonction receive, vous avez juste à déclarer receive with Metrix, et vous processez vos messages comme vous le faites normalement. Et là, vous avez vos métriques, c'est cadeau. Un peu de configuration, donc juste pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place dès le début d'un projet. Donc on a un Metrix config auquel on a rajouté pas mal d'autres métriques supplémentaires comme les garbage collection,
la memory, etc. Et vous pouvez en ajouter d'autres. Et le lien avec Graphite, donc juste l'URL de Graphite, votre Metrics Registry, certaines façons de convertir les chiffres. Et donc voilà, vous envoyez vers Graphite et on a ce genre de diagramme. Donc comme je le disais, c'est fait une fois toutes les nuits, l'intégration. Là ici on voit notre pic de traitement qui redescend assez vite et qui au passage, au lieu de prendre plusieurs heures, prend maintenant un tout petit peu plus d'une heure. Donc juste niveau, pour vous donner un indice pour le résultat, niveau performance, c'est un petit peu meilleur. Et avec ça, on devient un super copain avec les ops. On est un peu plus serein pour la suite des événements. Autre forme de monitoring, on a ajouté des endpoints avec Spray. Donc pour ceux qui étaient à la présentation de Remoy tout à l'heure sur Spray, c'est exactement ce qu'il montrait. Donc on a rajouté un acteur qui va communiquer ces endpoints. Donc Spray fournit des endpoints sur les statistiques. Donc vous pouvez savoir le nombre de requêtes HTTP qui ont été envoyées, le temps qu'a mis une requête spécifique à être processée, etc. Donc là aussi c'est pas mal du tout. Tout ça vous pouvez l'avoir au format JSON. Donc après vous pouvez embellir ça dans une page HTML, l'ajouter dans des graphes, etc. Donc vraiment sympa. Le classique il check et on retrouve notre workflow state, je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'acteur qui va être exposé aussi avec des URL Spray. Autre partie, donc là on a eu des problèmes. Est-ce qu'on en a retiré de cette aventure? Alors lorsque on se lance dans une application, on doit designer des acteurs, c'est pas forcément évident. On ne sait pas comment ça se design finalement. On n'a pas l'habitude de le faire. C'est pas trivial. On se dit voilà, on va commencer, mais après est-ce que mon design est bon? Avec du recul, les premiers designs qu'on a fait étaient vraiment pas très bons. Du coup, on est revenu plusieurs fois. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de littérature, donc ça vous aide. Un autre point aussi qui nous a mis la puce à l'oreille au début quand on a commencé sur le design, c'est qu'on avait assez vite des acteurs qui faisaient beaucoup de choses. Donc on avait des gros acteurs qui processaient plein d'événements, qui étaient remis à l'intérieur d'eux-mêmes, etc. Et là on s'est dit, c'est un peu comme en Java, c'est quand on a des grosses classes qui font plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais découpage, il faut qu'on découpe. C'est exactement la même chose avec les acteurs. Lorsque en fait, vous avez plusieurs états à gérer au sein de votre acteur, en fait, c'est-à-dire qu'il faut découper vos acteurs. Un acteur, il doit gérer qu'un seul état. Et après, il délègue. Il ne faut pas avoir peur de déléguer, faire plein de petits acteurs. Autre point, les tests unitaires. Donc, comme des applications là aussi classiques, on construit notre appli, on fait des tests unitaires. AK nous fournit des bonnes librairies pour tester, pour moquer des acteurs. Ça, c'est très bien. Et au final, comme je disais, vu qu'on fait un système d'acteurs qui est très bien découpé avec plein de petits acteurs, vous allez tester du code métier qui est un peu partout, très bien isolé, mais c'est pas là où vous allez avoir votre plus-value. La plus-value, ça va être les interactions entre les acteurs, les messages échangés. C'est là que vous allez l'avoir. Du coup, on s'est sans doute un peu trop entêté à coller sur des applications classiques et faire beaucoup de tests unitaires. Et on s'est rendu compte par la suite qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée et on avait quand même plein de problèmes par la suite. Dernier point, les acteurs et les futurs. En fait, c'est pas du tout la même chose, ça répond à des problématiques différentes. Si vous voulez faire beaucoup de traitements parallèles, il faut plus aller vers du futur. Les acteurs, c'est juste sur un seul thread, après vous pouvez mettre des pools de threads, mais il faut faire attention aux cas d'utilisation, ça peut vous mener vers la mauvaise direction. Il y a pas mal de littérature dessus qui en parle beaucoup mieux que moi. Je vous invite à regarder si jamais vous êtes amené à utiliser les acteurs ou les futurs et comment faire votre choix. Mais attention, ça peut faire un peu mal. Alors, ce qu'on en a retiré, on pense différemment. Déjà, il y a le modèle événementiel. Comme je le disais au début, vous allez plus vous concentrer sur le fonctionnel. Mine de rien, donc c'est un workflow. Vous allez voir que pour passer d'une étape à une autre du workflow, vous allez avoir des messages qui vont être envoyés. Donc des événements qui vont être créés.
et ces événements vont être créés par des actions. Du coup, en vous obligeant à réfléchir comme ça, à challenger votre fonctionnel, vous verrez que quand vous regardez vos messages échangés, c'est vraiment, ça se rapproche de la notion de domain-driven design, vraiment. Autre point, il ne faut pas avoir peur de déléguer à des acteurs. Comme je disais, il vaut mieux avoir plein de petites grappes d'acteurs plutôt qu'un seul gros acteur. En plus, entre eux, ils savent bien communiquer, ils savent bien gérer les stratégies, etc. Donc vraiment, lorsque vous avez un acteur qui devient trop gros, c'est qu'il y a un problème. Ça nous a permis d'isoler nos règles métiers, donc un acteur, un état, une règle métier particulière, voire peut-être deux selon les cas. Ce serait triché de dire qu'on a réussi à tout bien séparer. Mais ça permet un très bon découpage et faire des tests unitaires assez pertinents, même si on en fait moins, comme je le disais auparavant. Et enfin, dernier point, beaucoup de tests d'intégration au final. Si vous connaissez la pyramide des tests, en fait, au final, avec une application basée sur AK, je me suis rendu compte que cette pyramide des tests est inversée un peu. C'est-à-dire qu'on normalement on prône beaucoup de tests unitaires, on remonte et on fait des tests d'intégration, mais moins. Et à mon sens, on gagne plus à faire beaucoup de tests d'intégration, comme je le disais, c'est l'interaction, les interactions entre vos acteurs qui comptent. Lorsqu'il y a un message qui est envoyé, il est perdu, votre test va vous le dire. Quelle stratégie vous devez mettre en place pour rejouer ce message, faire en sorte qu'il arrive bien, etc. Un petit complément avec le DDD, j'en ai un peu parlé. En fait, lorsque on commence un peu à maîtriser la programmation avec les acteurs, le design, on se rend compte que c'est assez bien taillé pour faire du domain-driven design. Typiquement, il y a deux concepts dans le DDD qui sont prônés, qui sont de rendre des notions implicites explicites. Ce que je disais au sujet des événements, des messages, ça va être ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a des messages auxquels vous n'auriez pas forcément pensé lorsque vous avez créé l'application, mais qui vont venir du fonctionnel. Vous allez les rendre explicites, ces messages. Vous allez les mettre dans votre code. C'est ça qui va driver le workflow ici. Autre notion, les agrégats. Donc là aussi, en DDD, un agrégat, c'est votre point d'entrée d'une grappe pour faire des modifications sur votre sous-graphe d'objets. Et au final, si je reprends une partie de la modélisation, ce qu'on a ici, c'est on a un agrégat ici. Ça va être notre point d'entrée pour attaquer notre sous-graphe d'acteurs. Là, ici, il se trouve, dans mon exemple, j'ai un acteur, mais on peut en avoir plein. Et du coup, on va éviter les effets de bord, comme les agrégats en DDD que vous faites en Java, classiquement. Donc ça, c'est vraiment pas mal à adopter comme approche, et c'est ce que prône AK dans pas mal de documentation. Et du coup, vous ne devez jamais appeler l'acteur sous-jacent. Sinon, vous ne maîtrisez plus les relations et les effets de bord, encore une fois. Alors, les résultats. L'application est en production depuis un mois et demi. Donc ça, c'est déjà une victoire. Ça nous a pris, entre le début et la fin, ça nous a pris à peu près 5 mois. 5 mois, tout compris. Donc c'est plutôt rapide quand même. Il y a aussi autre chose qui s'est inversé, qui est une grosse victoire, je pense, c'est maintenant, on est proactif envers les clients. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des annonces qui ne sont pas passées, c'est pas les clients qui vont nous appeler le lendemain pour nous dire je vois pas mes annonces. Ça va être la société qui va appeler et dire écoutez, on a détecté tel problème, vous verrez pas vos annonces, on va les faire le plus vite possible et maintenant on peut les rejouer immédiatement. Ça c'est le gros plus. Même si l'objectif c'est d'éviter le plus possible d'avoir ces cas-là. À côté de ça, il y a un new dashboard. On a profité pour remodeler un peu les données, faire en sorte que pour l'équipe de support, les cas d'erreur soient plus visibles, qu'ils puissent voir les erreurs de formatage. Un détail par exemple, c'était sur les fichiers XML que les clients nous donnaient. L'équipe de support était incapable de lire les fichiers. Vous ne pouvez même pas les voir parce que c'était sur des FTP distants, ils n'avaient pas accès pour des problèmes politiques. Et du coup là, on leur donnait les erreurs dans le dashboard avec les lignes qui étaient impactées.
Donc souvent, il y avait des caractères un peu bizarres qui n'étaient pas forcément pris en compte. Je voulais montrer avec Graphite aussi, donc le temps d'exécution est beaucoup plus rapide maintenant. On est passé de quelques heures à 1 heure, on va dire, un peu plus d'1 heure. Donc aussi un gain de temps assez énorme. Et par contre, ça a eu un autre effet de bord, c'est que le web service distant qu'on appelait, on s'est rendu compte qu'il ne tenait pas la charge. Du coup, on a dû un peu brider notre application pour qu'elle atomise moins les web services. Et ce qui est prévu, c'est le prochain chantier, c'est d'optimiser ces web services-là pour qu'ils aient plus de charge. Et du coup, on pourra encore avoir plus de temps d'exécution rapide. Et dernier point aussi, je pense que certains l'ont deviné aussi, enlever le FTP qui est un gros point de contention, tout ce qui est lecture-écriture sur un file system. C'est énorme en temps de perte. Du coup, on pourrait très bien imaginer que les clients postent leurs annonces, on les envoie dans l'application et soient processés immédiatement ou dans l'heure. Ça, ce serait un gros plus aussi. Alors pour conclure, AK, c'est vraiment puissant. Là, je vous ai présenté une petite partie de AK. Il y a l'écosystème est vraiment très grand, il y a de la persistance, il y a du clustering, maintenant il y a du streaming aussi, c'est en expérimental, mais c'est vraiment ils sont très actifs. Il y a des notions complexes à appréhender. Effectivement, faire démarrer un acteur, envoyer un message à un autre acteur, c'est très simple. Mais lorsque vous commencez à avoir des échanges entre plusieurs acteurs avec les notions d'asynchrone, vous voulez commencer à débugger, etc., ça devient un peu plus compliqué et c'est bien de s'intéresser aux notions sous-jacentes quand même, de voir un peu comment la mécanique est faite, la philosophie, pourquoi TypeSafe a choisi cette philosophie-là. C'est bien de l'appréhender. Il y a pas mal de documentation aussi sur le sujet, très bonne littérature, le site de TypeSafe est très bien fait. Et aussi, ils poussent beaucoup, ils sont vraiment, comme je disais, très actifs. Je sais qu'avec des collègues, on a eu certains problèmes d'implémentation où on utilisait mal certaines librairies. Sur AK User Group, on pose une question et véridique, dans l'heure qui suit, on a une réponse de Victor Klang ou Roland Kuhn. Donc c'est assez énorme. Je ne sais pas comment ils arrivent à être aussi actifs que ça, mais en tout cas, ils se donnent tous les moyens pour que ça marche et pour aider la communauté. Donc c'est vraiment appréciable. Dernier point, donc keep it simple and stupid. Ce que je disais tout à l'heure avec les principes solides, c'est pas parce qu'on fait des nouvelles technologies, ça nous demande de réfléchir différemment. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de conception. Ce qui nous a aidé, je pense, c'est les bases de la programmation, donc solide, DDD, etc. Le modèle que je vous ai présenté n'a pas été fait en une fois, il a été fait en plusieurs étapes. C'est peut-être, on pense que c'est un bon modèle, il est peut-être à challenger sûrement, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a essayé de garder les bases de l'informatique pour pouvoir arriver à cette étape-là, et ça fait le boulot, et on pense que niveau design, on n'est pas trop mal. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la supervision des acteurs, vous avez utilisé un calcul d'agent qui est fourni par TypeSafe ou vous avez fait votre propre supervision ou c'était juste la configuration? Alors, la question c'était est-ce que pour faire de la supervision, on a utilisé la console de TypeSafe ou alors on a développé quelque chose de notre côté. Non, on a regardé la console de TypeSafe. Il se trouve que c'est un peu cher déjà niveau tarif et a fait beaucoup de choses certes, mais pour nos besoins on a développé justement avec des endpoints, on exposait du JSON, on n'avait pas forcément besoin de tout. Après effectivement le code que je vous ai montré est un peu intrusif, puisque vous devez décorer toute votre méthode receive, mais bon c'est un moyen comme un autre. Mais, là, c'était pour des questions budgétaires, on va dire. Tout à l'heure, j'ai vu, c'était qu'un message, il n'y a aucune garantie que le message arrive forcément à l'acteur qui est censé le recevoir. Qu'est-ce qui peut produire ça? Qu'est-ce qu'on est censé faire par rapport à ça? Est-ce que ça n'empêche pas que, du coup, dans une appli classique, si
service. On sait que c'est normal, parce que c'est pas juste par la méthode standard. Mais comment qu'est-ce que tu es censé faire à partir du moment où tu as un truc comme ça, tu perds concrètement des abonnés comme ça? Alors, la question c'est, lorsqu'on envoie un message, on n'a aucune garantie qu'il soit délivré. Et comment remédier à ça? Alors, c'est un choix de AK. TypeSafe le dit clairement que c'est un choix qu'ils ont fait pour ne pas s'embêter à faire de la reprise, du réessai, etc. C'est pour ça qu'il y a la supervision que j'ai présentée, pour dire que si on n'a pas reçu, un acteur dit si j'ai pas reçu de message au bout d'un certain temps, je dis à mon parent, je me mets en exception, parce que j'ai rien reçu, et redémarre-moi, essayez-moi de renvoyer. Il y a plein de stratégies qu'on peut essayer. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est un mécanisme d'acquittement à la main. Donc c'est un peu plus lourd, parce que du coup, dès qu'on a reçu un message, on renvoie un message, c'est bon, j'ai reçu un message. Et quand tu disais qu'un message peut se perdre, c'est même pas que arriver à Oui, le message ne peut pas du tout arriver. Du coup, il va dans la dead letter par contre. Quoi qu'il arrive, il va dans la dead letter. Quand on est perdu, c'est pas totalement perdu non plus. Tu parlais de tester beaucoup en test d'intégration, de faire des tests avec plusieurs acteurs. Finalement, comment tu simules ta perte de message? Sur juste un simple message, tu as un centre de charge, etc. Tu ne peux pas forcément le générer sur direct. Là, de mémoire, alors sur la perte d'un message, comment le tester? Ce qu'on peut faire, c'est on moque un acteur qui envoie un message à un acteur qui n'est pas démarré, tout simplement. Donc comment il se comporte? Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser votre programmation orientée aspect pour superviser les acteurs? Je ne sais pas si c'est facilement ou pas, pour ajouter des aspects avant les métriques, ce genre de choses. Alors la question c'est, est-ce qu'on a envisagé d'ajouter de l'aspect pour superviser les acteurs? On en a parlé, mais alors moi je trouve que c'est pareil, un peu intrusif et du coup ça demande, c'est un démarrage un peu plus lent parce que du coup on rajoute du code, etc. C'est envisageable, mais bon, Metrix fait très bien l'affaire et comme je le disais, il était déjà en place. Donc il n'y a pas besoin de réglage. Si je suis en production, je le mets pas. Si je suis pas en production, je déclenche les aspects, etc. Il y a moins cet aspect-là. Sur la courbe que tu as montrée tout à l'heure, comment on peut expliquer le fait que ça décélère en fait la vitesse de traitement des différents trucs? Il y a une courbe, si je me rappelle bien, c'était on voit à minuit, ça augmente d'un coup, et après ça va traiter les trucs, donc la courbe va redescendre, on passe un peu chez zéro, voilà. Pourquoi est-ce que c'est pas genre linéaire? Non, alors en fait, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a ce pic? En fait, ce pic, ça veut dire que là on processe beaucoup de choses, et en fait, ça, c'est la lecture du FTP. Le FTP est très consommateur, et une fois qu'on a fini de lire, après les traitements sont vraiment très simples. C'est pour ça que ça fait un pic de descente. C'est vraiment là parce qu'on a un pic d'IO, tout simplement. Au niveau de l'archive, vous avez changé des choses par rapport à la dernière application que vous aviez? Parce que là par exemple, vous avez combien de serveurs? Alors, la question c'est est-ce qu'on a changé d'autres choses niveau architecture, niveau serveur? Non, en fait on a gardé la même archi. Ce qu'on a juste simplifié, c'est la machine où était installée Talend. Maintenant il y a du AK, tout simplement. Pour le moment ça suffit. Après à terme, un des enjeux, c'est comme je disais, on avait 20 000 annonces, c'est de pouvoir absorber plus tard 100 000 annonces. À ce moment-là, peut-être on se penchera sur un autre type d'architecture. Merci à tous.